Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va approfondir un sujet qui peut être impressionnant sur intervention ISN, les convulsions. L'idée, c'est vraiment de maîtriser les bons réflexes, ceux de notre référentiel. Oui, bonjour, c'est un point crucial. La convulsion, c'est une sorte de court-circuit soudain dans le cerveau, une hyperactivité. Bien reconnaître les signes et savoir quoi faire, c'est la base pour la sécurité de la victime. Alors justement, pour bien reconnaître, ça ressemble à quoi exactement une crise convulsive ? On a tous en tête l'image des grandes secousses, mais est-ce que c'est toujours comme ça ? C'est souvent le cas pour la crise généralisée dite tonico-clonique, la plus typique, oui. Ça démarre très brutalement. Perte de connaissance, parfois un cri initial, et puis la phase tonique. Tonique. C'est-à-dire, c'est un raidissement de tout le corps. Les muscles sont contractés, la personne peut même arrêter de respirer un court instant, devenir un peu bleue, cyanosée, et c'est là aussi qu'il y a un risque de se mordre la langue. Ça dure 10-20 secondes à peine. D'accord, très court mais intense. Et ensuite ? Ensuite vient la phase clonique. C'est là qu'on voit les fameuses secousses musculaires. Généralisées, assez désordonnées, violentes parfois. La respiration reprend, mais elle est souvent bruyante. Il peut y avoir beaucoup de salive, parfois teintée de sang, si la langue a été mordue. Et une perte d'urine est aussi possible. Ça dure 1 à 2 minutes en général. 1 à 2 minutes de secousse, d'accord. Et après ça, la crise est terminée, la personne revient à elle. Pas immédiatement. Il y a une troisième phase, la phase résolutive ou post-critique. Les muscles se relâchent complètement, la respiration devient ample, mais elle peut rester bruyante, un peu comme un ronflement. Et là, la conscience revient très progressivement. La personne est souvent confuse, désorientée, très fatiguée, elle peut avoir mal à la tête. C'est vraiment une phase de récupération. Compris. Cette description en 3 phases, ça aide bien à visualiser. Sur le terrain maintenant, quand on arrive, sur quoi on se concentre pour le bilan ? Le bilan est fondamental. Déjà, si l'entourage est présent, on pose des questions clés. Est-ce qu'il y a des antécédents connus, une épilepsie par exemple? Est-ce que la personne prend des médicaments? On peut entendre des noms comme Dépakine, Tegretol. Ah oui, ça peut nous mettre sur la piste. Exactement. On demande aussi s'il y a eu des facteurs déclenchants. Un oubli de traitement, de l'alcool, un gros manque de sommeil. Et puis, l'heure de début, la durée, combien de crises s'il y en a eu plusieurs. C'est crucial pour la régulation. Et l'examen de la victime elle-même, quels sont les points essentiels ? Les constantes vitales d'abord et toujours. La respiration, la circulation, est-ce qu'elles sont efficaces? Ensuite, l'état neurologique. Est-ce que la victime est consciente, confuse? Est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'il reste des petits mouvements anormaux? On cherche aussi un traumatisme dû à la chute, une morsure de la langue. D'accord. Et puis, un geste à faire systématiquement après la fin des secousses, la glycémie capillaire. Très important, car une hypoglycémie peut mimer ou provoquer une crise. Et on n'oublie pas la température. Parfait. C'est très clair pour le bilan. Maintenant, l'action. La conduite à tenir. Il y a 2 cas de figure, si j'ai bien compris. Si on est là pendant la crise ou si on arrive après. C'est ça. Si la crise se déclenche devant nous, le mot d'ordre, c'est protéger. On essaye d'amortir la chute si possible, on écarte vite les meubles, les objets autour pour éviter que la victime ne se blesse. On peut glisser un vêtement, une couverture pliée sous sa tête. Et surtout, Surtout, on ne met rien dans la bouche. Aucun objet, pas les doigts. C'est dangereux, risque de blessure pour nous et pour la victime, risque d'étouffement. Et on n'essaye pas non plus de l'immobiliser. Ça ne sert à rien et ça peut même causer des lésions. On laisse la crise se dérouler en protégeant. ok. Et dès que les secousses s'arrêtent ? On vérifie tout de suite la respiration. Si la victime respire bien, mais qu'elle est toujours inconsciente, on la met délicatement en position latérale de sécurité, la PLS. C'est essentiel pour garder les voies aériennes libres et laisser s'écouler les sécrétions. Oui, la PLS, geste clé. Tout à fait. Ensuite, oxygène si nécessaire, selon le bilan et le contexte. On fait la glycémie capillaire, comme on a dit, et puis on surveille attentivement la respiration, la circulation, l'évolution de la conscience. D'accord. Et le deuxième cas, si on arrive et que la crise est déjà terminée. La victime est peut-être confuse, en phase résolutive ou encore inconsciente. Les priorités restent les mêmes au début. Vérifier que les voies aériennes sont libres, que la respiration et le pouce sont présents et corrects. Si la personne est inconsciente mais respire normalement, hop,
PLS aussi. Même conduite initiale donc. Oui, sur les fondamentaux. Ensuite, oxygène si besoin, mesure de la glycémie, on la protège du froid ou de la chaleur, on la surveille très étroitement et on prend contact avec la régulation médicale pour transmettre le bilan et avoir un avis. Et si elle est confuse, on la rassure, on lui parle calmement. Il y a aussi une situation d'urgence absolue dont il faut parler, ergo. L'état de mal épileptique. Absolument. C'est une urgence vitale. C'est soit une crise qui n'en finit pas, qui dure plus de 5 minutes, soit des crises qui s'enchaînent sans que la personne ne reprenne connaissance normalement entre les deux. Là, il n'y a pas à hésiter. Non, zéro hésitation, bilan rapide, les gestes de protection et de maintien des fonctions vitales et appel immédiat à la régulation pour demander une médicalisation en urgence. C'est une course contre la montre. Bien noté. Pour résumer les points vraiment essentiels à garder en tête. Alors, pendant la crise, on protège. Après la crise, on évalue. Respiration, circulation, conscience et la glycémie, systématiquement on positionne en PLS, si inconscient et respire, et on surveille sans relâche. Ne pas oublier l'importance de cette glycémie post-crise et d'un bilan clair pour la régulation. Et rappelons qu'une toute première crise convulsive ou un état de mal, ça justifie toujours un avis médical et souvent un transport médicalisé. Très bien. En conclusion, on voit que même si les convulsions sont impressionnantes, notre calme et l'application rigoureuse de la procédure sont nos meilleurs atouts. C'est une compétence qui demande de bien connaître la théorie et de s'entraîner. N'hésitez pas à relire la section 7.4.2 de vos documents et à pratiquer régulièrement la PLS et le déroulement du bilan. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Comment est-ce qu'un environnement particulier, par exemple une foule très dense, ou au contraire un tout petit espace, pourrait influencer notre façon de gérer une victime en pleine crise convulsive? Merci de nous avoir écoutés. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.